des affaires foncières et du patrimoine, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret déterminant le cadre organique de la direction des finances et du matériel. Les directions des finances et du matériel ont été créées par une ordonnance du 9 juin 2009. Au terme de cette ordonnance, la direction des finances et du matériel a pour mission d'élaborer au niveau des départements ou des groupes de départements ministériels les éléments de la politique nationale dans les domaines de la gestion des ressources financières et matérielles et l'approvisionnement des services publics. Le présent projet de décret détermine pour les 5 prochaines années les postes et emplois nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de la direction des finances et du matériel du ministère des Domaines de l'État, des Affaires foncières et du patrimoine. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes. Au titre du ministère du Commerce, président du Conseil d'administration de l'Agence pour la promotion des exportations au Mali, APEX au Mali, Madame Alwata Ishata Saï, professeur. Au titre du ministère de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, directeur des finances et du matériel, Madame Tapili Aïssa Fatahallah Babi, inspecteur des services économiques. Au titre du ministère de l'Artisanat et du Tourisme, directeur des finances et du matériel, M. Brema Moussakouni, inspecteur des finances. Au chapitre des communications, le Conseil des ministres a entendu une communication de la présidence de la République, commissariat à la sécurité alimentaire relative à la situation alimentaire et à l'évolution des prix des produits agricoles du 12 au 18 juin 2014, du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité sur l'état sécuritaire du pays, du ministère de l'Économie et des Finances relative à la situation de l'approvisionnement du pays en produits pétroliers, du ministère de l'Équipement, des Transports et du Désenclavement relative à la situation pluviométrique 2014 au Mali et de la mise en œuvre du programme de pluie provoqué du ministère du Commerce et sur la situation des stocks et des prix des produits de première nécessité. Point final donc à ce communiqué du Conseil des ministres de ce mercredi. Merci Ibrahima. Merci beaucoup et bonne suite. Merci. La suite donc de ce journal, c'est demain que s'ouvre en Guinée équatoriale la 23e session ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, une rencontre qui sera consacrée à la promotion de l'agriculture et de la sécurité alimentaire. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, est déjà sur place. Il est arrivé en début d'après-midi à Malabo. Accueil chaleureux depuis l'aéroport. Le chef de l'État a eu droit en effet à tous les honneurs et un bain de foule des Maliens de la Guinée équatoriale sortis massivement. On fait le point avec nos envoyés spéciaux à Malabo, Sidiki Dambélé, Adama Kamara et Dembawan. Aéroport international de Malabo. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, est arrivé en début d'après-midi dans la capitale équato-guinéenne. Il est accueilli à sa descente d'avion par le Premier ministre en présence de plusieurs autres personnalités. Après les salutations d'usage, les deux personnalités ont eu un bref entretien dans le salon d'honneur. Et juste après, le président de la République a eu droit à un bain de foule. La forte colonie malienne résidant à Malabo lui a réservé un des accueils les plus chaleureux. À Malabo, Ibrahim Boubacar Keïta, qui a sa deuxième visite, participera ce jeudi à la 23e conférence des chefs d'État de l'Union africaine, une rencontre consacrée à l'agriculture et à la sécurité alimentaire. Elle sera également l'occasion pour le président de la République de lancer ou de relancer son cri de cœur sur le sort du fleuve Niger, un fleuve qui se meurt au vu et au su de tous. C'est une session qui est thématique. Il s'agira encore une fois de la promotion de l'agriculture, notamment familiale. C'est un thème qui nous tient à cœur. Vous savez que pour nous au Mali, c'est notre axe central de développement. Tout le bien que je pense de l'Office du Niger, que chaque Malien pense de l'Office du Niger, est assez connu. Encore une fois, comme à Dakar, j'attirerai l'attention de mes pairs sur le sort du fleuve Niger. Et je ne cesserai de le dire, d'être au risque d'être alarmiste.
crois qu'il faut qu'il y ait un effort aujourd'hui de solidarité vis-à-vis du Mali et des pays riverains pour qu'on le sauve. C'est un cri du cœur que je vais encore lancer ici. Et j'espère qu'il sera entendu. Au-delà de cela, comme toujours, l'Afrique est soucieuse de nous. Récents événements chez nous ont interpellé l'ensemble de la communauté internationale, singulièrement nos frères africains. Nous en connaîtrons sûrement. Outre ces cris de cœur sur le fleuve Niger, le président de la République développera également devant ses pairs les initiatives qu'il a prises récemment en matière de la promotion de l'agriculture. Il s'agit de l'allocation de 15% du budget national au secteur agricole et la réduction des prix des intrants, des initiatives qui feront sans nul doute des émules. Les premières dames d'Afrique se retrouvent elles aussi à Malabo, réunies au sein de l'Organisation des premières dames d'Afrique contre le VIH-Sida. Elles tiennent leur réunion en marge du sommet de l'Union africaine. Présente à Malabo, l'épouse du président de la République, Keïta Aminata Maïga, et ses sœurs d'Afrique feront demain le bilan des activités menées contre la maladie et échangeront sur le bien-être de la femme et de l'enfant. Le reportage sur place de nos envoyés spéciaux Dei Sissoko, Dembawan et Adama Kamara. Convaincus qu'il ne peut y avoir une réduction de l'impact du VIH-Sida sans une participation forte des femmes, les premières dames entendent plus que jamais rester mobilisées pour apporter les réponses efficaces à la maladie. Pour cela, elles mènent des actions au quotidien au sein de l'organisation des premières dames d'Afrique contre le VIH-Sida, OPDAS, dont la présidence est assurée par la première dame du Tchad, Enda Déby Itnou. Pour relever les défis, l'épouse du président de la République, Keïta Aminata Maïga, et ses sœurs souhaitent renforcer leurs capacités. Déjà en janvier 2014, lors de leur 13e rencontre à Addis Abeba en Éthiopie, elles ont obtenu que leur organisation fasse partie intégrante du sommet de l'Union africaine à travers la signature d'une convention. Ce statut leur permettra de bénéficier des montants alloués à la lutte contre le sida pour mener à bien leur ambition, à savoir réduire la vulnérabilité des femmes et des jeunes au VIH-Sida. Elles l'ont fait savoir à Addis Abeba. Elles ne ménageront aucun effort pour aider les dirigeants africains à éradiquer ce mal qui prive l'Afrique de ses bras valides. Pour la rencontre de leur organisation ici en Guinée équatoriale, Keïta Aminata Maïga, épouse du président de la République, est arrivée cet après-midi à Malabo. Avec ses sœurs d'Afrique, elles tiendront leur réunion ce jeudi 26 juin avec pour thème « Zéro nouvelle infection au VIH exige l'accès pour la mère et l'enfant aux services de santé ». Elles échangeront également sur des problèmes récurrents tels l'éducation des jeunes filles, les mutilations génitales féminines, la réduction de la pauvreté chez les femmes grâce à leur autonomisation économique, entre autres. Les résultats positifs permettront aux premières dames d'Afrique d'enregistrer de nouvelles victoires dans la lutte contre le VIH-Sida sur le continent. Visite ici à Bamako de l'agence malienne de presse et de publicité AMAP par le ministre de l'économie numérique, de l'information et de la communication. C'était cet après-midi. Mahamadou Kamara est venu s'enquérir des conditions de travail des agents de la structure. Daribou Pérou a suivi la visite. Son reportage. Maximiser les gains et minimiser les charges afin de faire évoluer l'agence malienne de presse et de publicité. C'est la raison de cette visite du ministre de l'économie numérique, de l'information et de la communication. Le ministre Kamara a d'abord visité les différents bureaux de la direction de l'essor, la machine de séparation des couleurs sur plaque et la rotative qui tire entre 8 et 10 000 exemplaires par jour. Il a ensuite visité la section de presse spécialisée dans le traitement d'informations générales et économiques. La section publicité, quant à elle, assure la publicité audiovisuelle au sein de l'ORTM et gère aussi les panneaux. Le ministre a enfin visité la salle de numérisation et la section photo. Je viens de l'univers du secteur de la presse écrite, donc c'était pour moi un plaisir de me retrouver ici à la MAP, d'échanger avec le directeur et son équipe sur les perspectives d'évolution de cette structure. J'ai vu des gens engagés, mobilisés, qui aimaient leur travail. C'est ça qui m'a avant tout frappé. J'ai vu des gens qui étaient en attente aussi que la tutelle les appuie, les aide à améliorer leurs conditions de travail, notamment à travers l'acquisition d'une nouvelle imprimante, notamment à travers une formation des personnels et aussi le recrutement pour renforcer les équipes, aussi bien journalistiques que techniques. Cette structure
structure emploie 160 agents et 78 collaborateurs extérieurs. Elle peut nourrir d'autres ambitions. On a échangé avec le directeur et son équipe pour que dans les semaines qui viennent, un plan stratégique soit présenté. Il va être discuté et ensuite on va lancer la machine pour que demain on ait un grand journal quotidien, l'Essor, qui sera diffusé partout sur le territoire malien et au-delà, qui est un pendant sur le web, l'essor.ml, je fais de la publicité, et qu'on ait une agence de presse qui soit conquérante, qui puisse offrir ses services, ses dépêches à l'ensemble des médias ici au Mali et aussi à l'extérieur. Les produits de qualité, la distribution, la promotion et les prix tarifaires sont entre autres sujets qui font, selon le ministre, faire avancer la MAP. Créée en 1979 en tant que service public, l'Agence malienne de presse et de publicité avait en 2013 un budget qui s'élevait à plus de 2 milliards de francs CFA, incluant une subvention de l'État et des ressources propres. Le ministre des Sports, lui, était au centre académie Jean-Marc Guilou, signalant que le dit centre est en partenariat avec l'AS Real. Ses réalisations et ses perspectives ont été largement débattues au cours de la rencontre, nous dit Al-Jumatina. À Djikoroni Para, le centre académie Jean-Marc Guilou devient de plus en plus une référence non seulement au Mali, mais aussi dans la sous-région. Créé seulement en 2006, les fruits du centre commencent à apporter un nouveau souffle au football malien à travers le partenariat entre l'AS Real de Bamako et le promoteur de l'académie Jean-Marc Guilou. C'est l'ossature pratiquement de notre équipe nationale junior qui vient de ce centre. Donc il est important, le Mali entier a vu les fruits, il est important aujourd'hui de venir voir l'arbre qui a produit ces fruits-là. Les encourager, arroser cet arbre et demander à ce que tout le monde, en tout cas, soutienne ce centre et aussi venir les porter le soutien, en tout cas, du gouvernement que je représente ici. Véritable endroit pour former les stars de demain, ici les académiciens sélectionnés grâce à leur talent lient sport et études. C'est ainsi que toutes les dispositions sont presque prises pour qu'ils soient footballeurs. Dans notre méthode, ils sont là, ils viennent ici, ils sont internés, ils sont logés, et puis ils sont restaurés ici, ils font tout ici, c'est leur seconde maison. Outre des Maliens, le centre enregistre des Ghanéens et des Ivoiriens. A noter que c'est grâce à l'académie Jean-Marc Guilou que le football ivoirien a pris de l'envol depuis plus d'une décennie. Le ministre de la Défense et des anciens combattants a effectué du 24 au 25 juin 2014 un séjour au Tchad. Badao a accompagné à Djamena les dépouilles mortelles de 4 soldats tchadiens morts pour le Mali au nord de notre pays. Ces 4 soldats tchadiens de l'amunissement avaient été victimes d'un attentat kamikaze par véhicule piégé le 11 juin 2014 à Aguelok, en compagnie d'une délégation comprenant des représentants de l'état-major général des armées. Le ministre de la Défense et des anciens combattants assistait aux honneurs militaires funèbres organisés à la mémoire des disparus par les autorités tchadiennes à N'Djamena le 25 juin 2014. Au nom du président de la République, chef suprême des armées, le ministre de la Défense a présenté au gouvernement, au nom des femmes et du peuple malien endeuillé, les condoléances au gouvernement, aux frères d'armes tchadiens et aux parents des disparus. L'actualité, c'est la prouesse réalisée par nos agents de la sécurité nationale. Ils viennent de mettre la main sur l'évadé Mohamed Ali Agawadoussen. En effet, les agents de la sécurité l'ont arrêté hier ici à Bamako après son spectaculaire évasion de la grande prison de Bamako la semaine dernière. L'opération a malheureusement coûté la vie à une personne. Là-dessus, pour plus de détails, je vous invite à écouter le directeur général de la gendarmerie nationale, le colonel Modi Berité. Il est au micro de Amadou Sankari. Wadoussen a été effectivement arrêté hier soir dans la ville de Bamako ici, et plus précisément dans le quartier de la CI. Donc cela a été l'aboutissement d'une dizaine de jours de traque. Comme vous le savez, depuis le 16 juin, il s'est évadé de la prison en faisant usage d'une arme à feu. Les premières informations qu'on avait, c'est qu'il y avait des possibilités qui sortent du territoire, mais grâce au travail que je peux dire technique, des techniciens de différents services, notamment de la direction de la sécurité d'État, on a pu localiser certains mouvements autour de lui dans la ville de Bamako. Donc cela a abouti hier à le localiser plus précisément au sein du quartier l'ACI et puis à permettre à des éléments d'intervention de la DGSE
appuyé par la gendarmerie nationale et avec la couverture d'autres forces comme la police nationale pour aller mettre la main sur lui. Mais dans des conditions qu'il faut reconnaître un peu musclées. Y a-t-il eu des victimes lors de cette opération? Malheureusement, nous déplorons une perte en vie humaine lors de cette opération, parce que comme vous le savez, c'est des gens qui sont très déterminés. Il n'a pas eu à cacher sa détermination, parce que quand il a été abordé, comme on le fait traditionnellement, on demande toujours aux gens de se rendre, mais dans son cas précis, il a montré qu'il était armé, parce qu'il a tiré sur les forces d'intervention, et il a montré aussi, en leur parlant, qu'il ne veut pas se rendre. Donc il fallait le prendre par la force. Et malheureusement, en le prenant par la force, on s'est rendu compte qu'il s'était enfermé dans la maison avec une personne. Donc cette personne a succombé à l'opération. Ce qui va être fait dans les prochains jours, c'est de continuer à travailler pour la sécurité des populations. Comme je vous l'ai dit, il y a une quinzaine qui avait pris le large, qui s'était évadé. Aujourd'hui, les décomptes, je pense, nous permettent l'effort des uns et des autres permet d'avoir seulement quelques 7, donc on a plus que la moitié sur lesquels on a mis le grappin. Et je pense que les prochains jours, c'est de continuer déjà à mettre la main sur ces éléments qui sont dangereux pour la population. On parle beaucoup de Wadosène, c'est vrai, parce que la manière crapuleuse dont il s'est évadé attire beaucoup d'attention sur lui. Il faudrait aussi noter qu'il y a des prisonniers très très dangereux qui ont profité de son évasion pour partir. Donc dans les jours à venir, c'est de mettre la main sur ces éléments. Et aussi dans les jours à venir, c'est le fait d'avoir cette personne sous la main, de continuer à raffermir nous-mêmes notre système de sécurité. Bon, colonel, mais aujourd'hui, les gens se demandent comment un prisonnier a pu en tout cas avoir une arme en prison. Cela se passe exactement dans les conditions que nous ne comprenons pas aujourd'hui et nous pensons que le fait de mettre la main sur le prisonnier nous permettra d'en savoir plus. Bon, je pense que cela n'est pas une situation qui relève de l'exceptionnel. Ça peut arriver. Les prisonniers, comme vous le savez, et souvent, je ne parle pas précisément de Wadosène, les gens qui sont là, qui sont des malfrats, ils ont plusieurs stratégies. Et l'une des stratégies pour leur survie, c'est d'inventer des modes d'introduire des objets illicites au sein de la prison. A signalé que le Premier ministre Moussa Mara a inauguré cet après-midi à Koumantou une centrale hybride à base d'énergie solaire d'un coût total de 391 millions de francs CFA. La centrale a bénéficié du financement conjoint de la Russie, des Pays-Bas, de la Banque mondiale et du gouvernement malien. Avant de couper le ruban symbolique, le Premier ministre a mis l'accent sur l'importance de cet investissement. Et nous allons vous proposer un extrait de l'allocution du Premier ministre à Koumantou, probablement au cours de cette édition. Tenue d'un atelier sur la promotion des personnes handicapées, c'était sous la présidence du ministre de la Solidarité, de l'Action humanitaire et de la reconstruction du Nord. Compte rendu Isaac Chino. Au Mali, plus d'1 million de personnes vivent avec un handicap. L'amélioration de cette situation des personnes handicapées constitue un souci majeur pour le gouvernement du Mali. Voilà pourquoi un atelier a été initié. C'est là pour analyser et faire l'état des lieux pour une identification des axes prioritaires en vue d'un meilleur traitement. Pendant longtemps, le Mali fut à la pointe du combat pour la promotion des personnes handicapées dans notre sous-région. Puissions-nous garder ce rang et faire en sorte que chaque pas en avant et chaque décision importante prise dans ce domaine fasse grandir nos sociétés farouchement opposées à l'exclusion et résolument engagées dans tout ce qui a trait à la sauvegarde de la dignité humaine. Cet atelier qui va préparer une large concertation, soit le moment pendant lequel vous allez vous occuper d'analyser les problèmes des 4 volets que sont la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, la protection sociale des personnes handicapées, l'éducation, l'insertion professionnelle des personnes handicapées et le renforcement institutionnel du dispositif de promotion et d'insertion des personnes handicapées. L'atelier regroupe plusieurs associations. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Ousmane Koné, se trouve à Washington pour participer à un forum de haut niveau sur les progrès et les voies à suivre pour mettre fin aux décès évitables des enfants et des mères
co-organisée par les gouvernements des États-Unis d'Amérique et de l'Éthiopie en collaboration avec l'UNICEF et d'autres partenaires clés. Le ministre Ousmane Kouné et sa délégation se rendront ensuite à Johannesburg, en Afrique du Sud, où ils prendront part du 30 juin au 1er juillet 2014 au Forum du partenariat pour la santé de la mère, du nouveau-né et de l'enfant. Demain, 26 juin, c'est la journée internationale de lutte contre la drogue. Pour cette édition, le thème national est la lutte contre l'abus et les trafics illicites de drogue. Quel rôle pour la société civile? Pour l'occasion, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité délivre un message dans lequel il souligne les dangers tout en promettant une lutte sans relâche des autorités contre ce fléau. Des propos recueillis par Batraouri. L'abus de drogue entraîne de nombreuses conséquences à court, moyen et long terme, autant sur le consommateur que sur la société tout entière, au nombre desquels le délire, le comportement violent, voire le décès. Aussi, au regard des multiples conséquences liées au trafic illicite de drogue, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité a-t-il retenu comme thème national la lutte contre l'abus et le trafic illicite de drogue? Quel rôle pour la société civile? Ce thème se justifie par le fait que les organisations de la société civile demeurent le vecteur de conscientisation de la population. Celles-ci doivent s'engager activement dans une dynamique de prévention et de lutte contre l'abus, la détention, la consommation, la culture, la production et le trafic illicite de drogue au Mali. Le gouvernement du Mali, à travers le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, s'engage résolument à mener une lutte sans complaisance contre l'abus et le trafic illicite de drogue et des précurseurs. Arrêtons-nous à présent sur le travail abattu au quotidien par les structures mises en place dans notre pays pour lutter efficacement contre l'abus et le trafic illicite de drogue. Autrefois, le Mali, un pays de transition de la marchandise, accuse une augmentation du taux de consommation, un phénomène qui menace et affecte dangereusement les développements socio-économiques de notre pays. Le dossier est signé Mariam Sagara. La drogue est aujourd'hui une menace grave contre la sécurité, la quiétude, contre le développement et donc contre la paix. Moi, je fume cannabis. Tous les moyens sont bons pour que ce qui moralement. La drogue, qu'elle soit licite ou illicite, n'est pas sans conséquences sur l'homme. Tout produit qui peut perturber, qui est en fait une substance psychoactive, peut être appelé drogue à un moment donné. Donc, on aura affaire à plusieurs types de produits. Des produits qui vont avoir des effets assez particuliers sur le fonctionnement du cerveau. Son effet peut être physique ou psychique tout en détruisant le consommateur. Ce qui est préoccupant, ce qui pose problème, c'est les drogues dites illicites. Ce sont tous ces produits prohibés qui effectivement existe actuellement chez nous, parce que le Mali n'est plus un pays de transit, on est devenu un pays de consommation. La jeunesse ou certaines couches dans la dépendance ont toujours un prétexte, soit la quête du plaisir ou le désir de quitter la réalité. Le Rasta ne rime pas avec la drogue, c'est antinomique. Le Rasta n'a rien à voir avec la drogue, c'est une conviction. Mais comment les Rastas se sont retrouvés collés à leur image, ce cliché de drogue? Parce que depuis et bien avant la Torah de Moïse, le prophète Moïse, l'utilisation de cannabis, des feuilles de cannabis était rituelle. L'addiction de la jeunesse à la drogue alimente la violence, menace la sécurité des paisibles citoyens et affaiblit l'économie. Au Mali, cette lutte fait partie intégrante des missions des douanes, de la gendarmerie et de la police. À la faveur des réformes entreprises par notre administration en 2012, un accent particulier a été mis sur la lutte contre le trafic de drogue. À cet effet, une division a été créée qui est chargée de la lutte contre la criminalité transnationale et le terrorisme.
La circulation de ces substances prend de plus en plus une ampleur inquiétante. Face à ce phénomène, l'État malien a mis en place un office de contrôle des stupéfiants. L'office central, c'est une structure spécialisée chargée de la lutte contre la drogue. Les autres structures concourent à la lutte. Dans la composition du personnel qui compose l'office central, vous allez retrouver le personnel alors de ces mêmes administrations. Je veux dire la police, je veux dire la gendarmerie, la douane. Les statistiques de saisie des dernières années prouvent à suffisance que le Mali est fortement engagé dans ce combat. De 2011 à nos jours, nous avons fait 107 saisies de drogue d'un poids de 3 tonnes 267 kg. Les statistiques concernent un certain nombre de produits. Nous avons fait des saisies de 10 kg 500 de cocaïne. En méthamphétamine, nous avons des saisies de 20 kg au cours des 2 dernières années. Et le cannabis, qui est la drogue la plus utilisée, une saisie de 4 tonnes 589. Cette journée est aussi l'éveil des consciences des dirigeants et dirigés pour endiguer ce fléau qui déstabilise l'ordre normal de la vie en société. Direction l'hémicycle où hier, en marge de la question orale, des projets de loi ont été votés. Ils sont au nombre de 4, relatifs respectivement au statut des noteurs, à l'aménagement de 7 km de route, section Ségou-100, à la SENSAD et à l'Agence française de développement. Tous ces projets de loi ont été adoptés à l'unanimité par l'ensemble des députés, nous précise Mahamadou Doumbia. Le projet de loi 1402-5L a été le premier discuté par les députés au sein de l'hémicycle. Ce projet de loi portant statut de notaire corrige des insuffisances de l'ancien statut de notaire et apporte des innovations telles la dénomination en ordre des avocats au lieu des chambres des avocats, l'obligation de tenir une comptabilité. Après d'amples informations données par le ministre de la Justice, des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, ce projet de loi a été adopté par 114 voix pour, 0 contre, 0 abstention. Le second projet de loi 1426-5L est relatif à la ratification de l'accord de prêt signé à Bamako le 11 octobre 2013 entre le gouvernement du Mali et la Banque ouest-africaine de développement pour le financement partiel du projet d'aménagement en 2 fois 2 voies de la section Ségou-100 sur 7 km de la route nationale 6. Le premier volet de ce projet est évalué à plus de 14 milliards 400 millions de francs CFA. Je suis très content de la suite logique des projets de la déclaration du Premier ministre qu'on est en train de suivre. Je pense que ce projet permettra vraiment de façon globale d'améliorer la condition de vie des populations. Le ministère impliqué pour l'élaboration de ce projet est celui des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Ce projet de loi a été adopté à l'unanimité par 113 voix pour. Le troisième projet de loi 1407 autorise la ratification du traité révisé de la SENSAD adopté à N'Djamena au Tchad le 16 février 2013. 15 ans après sa création, cette communauté des États sahélo-sahariens n'a pas répondu aux attentes. Les cotisations jadis apportées par Kadhafi se chiffrent aujourd'hui à plus de 930 000 $, soit environ 419 millions de francs CFA. L'adoption du traité révisé traduit donc la volonté des États membres à mieux répondre aux aspirations des populations. Le ministre des Maliens de l'Extérieur a émis le vœu afin que ce projet soit adopté. Il a été par les députés à l'unanimité par 102 voix pour. Le dernier projet de loi 1427-5L adopté par 91 voix pour, 0 contre, 0 abstention est relatif à une convention de crédit signée à Bamako le 4 septembre 2013 entre le gouvernement du Mali et l'Agence française de développement relatif au projet d'amélioration de la compétitivité des entreprises par la formation professionnelle. Les 3 projets de loi restants ont été renvoyés à une date ultérieure. La constitution des groupes d'amitié entre l'Assemblée nationale du Mali et d'autres hémicycles et diverses communications ont mis fin à cette séance plénière de l'Assemblée nationale. Les réformes politiques et institutionnelles au Mali sont au centre d'une rencontre organisée par le MDI en partenariat avec l'USAID. Tchemboro Sahara nous en dit plus. Cette rencontre qui intervient après des réunions similaires tenues à Kaye et à Ségou est un espace d'échange entre des acteurs politiques. Elle offre également à ces acteurs l'opportunité de discuter sur les réformes politiques et institutionnelles prioritaires pour l'amélioration et le renforcement de la gouvernance dans notre pays. Malgré la réussite des élections présidentielles et législatives et la mise en
place des institutions qui en sont issues, la page de la crise n'est pas définitivement tournée. Les Maliens peuvent regarder l'avenir avec optimisme et courage. En tirant les leçons de la crise que le pays a traversée, les Maliens et les Maliennes peuvent envisager les réformes électorales, politiques, institutionnelles, sociales et économiques à même de créer des institutions fortes et durables. La rencontre regroupe 70 participants venus de la classe politique, des organisations de la société civile et de la CENI. Ils formuleront des recommandations à la fin de leur rencontre. Le renforcement des institutions politiques et démocratiques ne sera possible que par la voie des réformes en profondeur avec l'apport de l'ensemble des acteurs politiques. Les acteurs de la chose politique, non seulement les partis politiques, mais également la société civile, donnent le meilleur d'eux-mêmes pour que notre pays puisse prendre les bonnes décisions concernant le futur de nos institutions. Les recommandations issues de cette rencontre seront portées à la connaissance des directions des partis politiques et des acteurs en charge des élections et ceux chargés des réformes. La mairie du district a tenu une session ordinaire de son conseil d'administration mardi. À l'ordre du jour de cette session, l'amélioration de l'assiette budgétaire, l'exécution du programme 2014 axé sur certains aspects prioritaires. Fatoumata Kouni. Le curage des caniveaux, le balayage des rues de Bamako, ce sont là quelques sujets débattus au cours de cette session ordinaire. Les administrateurs font aussi des propositions en vue de résoudre les problèmes en cas d'inondation pendant l'hivernage. La ville de Bamako doit se doter d'un système adéquat d'assainissement pour un cadre de vie sain. À la lumière de l'exposé qui nous sera fait par les services techniques, nous sommes appelés à formuler des suggestions fortes afin d'être beaucoup plus proactifs pour parer à toute éventualité de scènes d'inondation à la ville. C'est le lieu de rappeler que les travaux prévus dans le cadre du programme combiné 2014 se poursuivront afin de créer les meilleures conditions d'écoulement des eaux de pluie. Les administrateurs ont assisté à une simulation sur les incendies. Simulation faite par certains agents de la mairie formés par la société Securitas Mali. Autre activité marquant cette session, c'est la remise de 60 tricycles par la direction de la mairie du district. D'une valeur de près de 3 millions de francs CFA, ces fauteuils roulants seront répartis entre la direction du développement social et la mairie du district. Projet dignité, respect des droits des personnes privées de liberté, c'est le thème de la session de formation des avocats sans frontières du Mali et de la France. Rachel Tissouké, les détails. Les avocats sans frontières du Mali et leurs homologues de la France sont réunis autour du projet Dignité, respect des droits des personnes privées de liberté. Ce projet vise à contribuer au renforcement du système judiciaire malien. Notre but dans ce stage, c'est d'amener des professionnels qui tous les jours sont confrontés à l'arrestation de quelqu'un, une enquête plus approfondie par un juge d'instruction et au bout du compte à le juger. Nous voulons là donner aux intervenants la possibilité d'avoir toujours en tête ce réflexe. Au cours de cette rencontre, il est prévu la réalisation de consultations juridiques gratuites en faveur des détenus de Bamako, Kati et Kay. Ces consultations sont assurées par des avocats maliens assistés de leurs confrères de France. Le principe des consultations juridiques consiste simplement pour des avocats à se présenter dans les centres de détention et à offrir l'opportunité pour les détenus d'exposer leur cas afin que l'on puisse, s'il y a lieu, détecter des erreurs ou en tout cas des vices de procédure. Il y aura également une table ronde à l'intention des responsables du système judiciaire malien. Le but est de permettre un dialogue fécond à un niveau décisionnel afin de pouvoir créer et entretenir les conditions nécessaires à l'exercice du droit. Informer les membres du comité régional d'approbation du programme de compétitivité et diversification agricole sur les réalisations faites par ce projet dans la région de Ségou. Tel était l'objectif d'une visite de terrain effectuée par les membres du comité en compagnie des responsables du PCDA. Fousseini Samaki, correspondance.
Cette visite des responsables du comité régional d'approbation des projets en compagnie des responsables du programme de compétitivité et diversification agricole a concerné plusieurs réalisations du PCDA en 4e région. Du pôle de centralisation et conservation échalote-oignon de Nyono d'une capacité de 300 tonnes par saison, au centre de démonstration, de diffusion et de prestations de transformation de Ségou, en passant par les sous-projets de magasins de conservation Mayandiara à Banankoro et de Papaye Solo de Eugène Koulibaly, les membres de la délégation ont constaté de visu la mise en œuvre des sous-projets approuvés au cours de leurs différentes sessions. Ce sont ces membres du CRAP qui approuvent les sous-projets, les dossiers de sous-projets qui passent par le PCDA. Visiter les projets en exécution, ça rentre dans le cadre normal des activités. Ça leur permet de savoir que les dossiers qui passent entre leurs mains sont mis en exécution sur le terrain. Et c'est ce que nous cherchons. Parce que le financement, c'est fait pour permettre aux promoteurs d'évoluer en matière de technologie et même en matière de revenus. Les responsables du comité d'approbation se disent satisfaits de la mise en œuvre des sous-projets qu'ils ont approuvés. Il est très bon et très intéressant d'aller à la rencontre de ces promoteurs afin de s'enquérir de ce qui se passe sur le terrain. Au pôle de centralisation de l'échalote à Nyono, donc on a été très émerveillés pendant la visite de cette plateforme-là. Notons que le PCDA a pour objectif le développement et l'accroissement des revenus en milieu rural à travers l'amélioration des performances des chaînes d'approvisionnement des filières agricoles, d'élevage et de pêche à vocation commerciale. Je vous rappelle que le Premier ministre Moussa Mara a inauguré cet après-midi à Koumantou une centrale hybride à base d'énergie totale et d'énergie solaire d'un coût total de 391 millions de francs CFA. Et le reportage de nos envoyés spéciaux Aluseynou Touré et Aruna Djara dans nos éditions de demain. C'est tout donc pour ce journal. Merci de votre aimable attention. Je vous retrouve demain pour les éditions du soir. Celle du matin sera une présentation de Kadida Toukone. Merci et excellent moment de télévision en notre compagnie. Bonsoir.